des satellites, toujours sous les aspects systèmes que vous connaissez peut-être sous le nom d'Hélios, satellite d'optique militaire, bon, qui avant s'appelait SAMRO. Puis, j'ai été entraîné dans des affaires de vol habité. Alors même si moi je n'ai jamais suivi de toutes les affaires vraiment en détail, station spatiale, Hermès ou quelque chose comme ça, bon, je me suis occupé d'un certain nombre de projets, ou du moins dans leur phase initiale. Alors, SV, c'était un véhicule de service qui après est devenu l'ATV. Alors, je ne sais pas si l'ATV évoque quelque chose pour vous. C'est l'équivalent du petit vaisseau Progress qui amène des vivres, des matériels, qui amenaient, puisqu'il n'y en a plus désormais, on en a fait voler 5, à la station spatiale. Et Columbus, c'est la partie européenne, c'est la contribution européenne à la station spatiale dite internationale. Et puis après, je me suis intéressé au démarrage de projets spatiaux. Et à partir du moment où vous commencez à tremper un petit peu dans les affaires projets, avant-projet, forcément vous essayez de comprendre comment l'argent peut venir, comment les mécanismes décisionnaires peuvent se mettre en branle. Et donc, vous pouvez, si vous aimez ça, vous pouvez un peu transitionner vers de la stratégie. C'est ce que j'ai fait. Et après, toute chose ayant une fin, ma carrière chez Airbus s'est arrêtée. Et pour le plaisir, moi je continue à donner un petit peu des moments pour de la formation, un petit peu ingénieur, et puis sur des sujets qui, moi, m'ont passionné récemment. Ça s'appelle l'Europe, l'Union européenne, vous en avez entendu parler, je crois, ces jours-ci, et puis l'Agence spatiale européenne, puisque à un moment donné, la société dans laquelle je travaillais avait perdu un gros marché, qui était le marché Galileo. Et le directeur, le patron à l'époque, a dit c'est pas possible qu'on ait fait cette perte. Pourquoi? Parmi les multiples raisons, il y en avait une qui était que les ingénieurs n'avaient pas compris qui était le client. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais quand on sait que le vrai client c'était l'Union européenne, mais que celui qui avait passé l'appel d'offres c'était l'ESA, on peut comprendre des choses. Donc voilà. Alors, ceci étant, voilà un peu qui je suis. Maintenant, la question qui m'a été posée, c'est donc Frédéric qui m'a entraîné vers vous. Et ce n'était pas forcément un sujet que je maîtrisais totalement. Donc, j'ai essayé de réfléchir, puisqu'on est en train de parler de retombées. Alors, moi, je ne considère pas uniquement les retombées qui viennent de toutes les activités où l'homme est impliqué dans les affaires spatiales, mais j'ai regardé de façon plus large qu'est-ce que ça pouvait faire. Alors, on peut parler de retombées, des choses pratiques. On peut peut-être regarder les aspects industriels ou bien politiques, stratégiques. On se refait pas. Savoir s'il y a des conséquences sur l'emploi. Est-ce que ça fait travailler beaucoup de gens, pas beaucoup de gens, l'historique, etc. Bon, j'ai un petit peu malaxé tout ça. Et puis, finalement, je suis arrivé à un fil rouge qui est le suivant. Commencer par la part spatiale dans notre vie de gens normaux. Voilà comment ça fait. Revenir un petit peu pourquoi on fait des missions spatiales. Ça peut paraître évident, mais si on se penche dessus, c'est peut-être intéressant. Regarder les aspects fabrication, les aspects, il y a des aspects tarte à la crème. Tout le monde connaît la poêle Tefal, le bénéfice le premier bénéfice de l'exploration spatiale avec l'absence de frottement. Bon, très bien. Des retombées, on va en parler. On va citer un certain nombre d'exemples qui vous sont peut-être plus ou moins familiers, on verra. Et puis, il m'a semblé intéressant,
En ce moment, on parle pas mal d'innovation. Il m'a semblé intéressant de voir quels étaient les mécanismes qui permettaient d'aider les chercheurs, les gens qui ont une réflexion sur le sujet ou qui veulent industrialiser, comment on pouvait les aider. Et puis, finalement, comment la France, et de façon plus générale l'Europe, peuvent se retrouver dans est-ce qu'ils sont à la traîne, est-ce qu'ils sont pas à la traîne. Bon, la large part du spatial dans notre vie, pardon. Bon, bah, ça c'est une vieille planche qui traîne dans beaucoup d'exposés, qui en fait vient des États-Unis. Et les Américains ont toujours des façons, je vais dire, assez pratiques de présenter les choses. Bon, je pense la TV directe, bon, quand on est à Paris, bon, on n'en bénéficie pas totalement. Par contre, bien évidemment, l'aide à la conduite, suivi de fret, vidéoconférence. Bon, la chose qui n'existe peut-être plus vraiment, qui a existé, c'est les appels internationaux. Bon, les gens n'aiment pas passer par les satellites parce qu'il y a un petit délai. Bon, mais je pense que les choses auxquelles on pense immédiatement, l'aide à la conduite. Hein. Ah, j'ai mon GPS dans la voiture. Bon, ce n'est pas le GPS qu'on a dans la voiture, mais on se sert des signaux GPS et peut-être aussi la météo, c'est peut-être les éléments. Bon, vous ne savez peut-être pas qu'on va utiliser Galileo pour les transactions bancaires. Bon, peut-être pas pour se positionner, mais à cause de la précision de l'horloge de Galileo, qui est la base du système Galileo. Donc, une part de plus en plus importante, même si on ne s'en rend pas compte, est liée à l'activité spatiale, et tous les domaines sont concernés. Vraiment tous les domaines. Alors, on a parlé de médecine, bien évidemment, mais la météo, on a parlé de météo, télécommunications, bien évidemment, communication, transport, pêche, agriculture. Alors, tout le monde est concerné. Oui, quand on est déplacement, météo, télécommunication, quand on est dans je vais dire, un pays occidental, oui. Quand on est dans des pays du tiers-monde, c'est peut-être moins important. Par contre, tout ce qui va être pêche, agriculture, ça va être des sujets d'intérêt pour le monde entier. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans l'espace? Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il y a le fameux retour sur investissement? Bien difficile à quantifier tout ça. Alors, j'ai pendant longtemps eu en tête un rapport 4. On met 1 euro, 1 franc, n'importe quoi, quelle était l'unité, et il y en a 4 qui reviennent d'une façon ou d'une autre. J'ai re-regardé ça. Bon, c'est difficile de donner un chiffre totalement fiable. Disons que c'est entre 3 et 20. Et vraisemblablement, ça dépend très fortement des secteurs. Alors, les missions spatiales, je crois qu'il est intéressant de regarder, je vais dire, à quoi ça sert. Qui sont les utilisateurs? Eh bien, les utilisateurs, en fait, on peut les classer en 2 groupes. D'une part, il y a tout ce qu'on peut appeler institutions civiles et militaires, et puis les entreprises privées. Avez-vous une idée, quand on regarde les lancements dans le monde, du pourcentage entre les institutions et le commerce, comme ça? Vous qui êtes là, justement. Aucune? Quelqu'un a une idée? Bon, vous êtes tous recalés. Enfin, on va quand même continuer. Alors moi, j'aime bien ce petit tableau, d'abord parce que je l'ai fait, mais je l'aime bien parce que ça montre les utilisateurs des lancements. Alors, depuis le jour J, le lancement de Sputnik, quels ont été les utilisateurs finaux? Enfin, le client final. Eh bien, le client final, c'était beaucoup la défense. C'est rouge. Vous voyez, là,
les bonnes heures de la défense, évidemment, ont connu un coup d'arrêt avec l'effondrement du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, mais ça n'a pas totalement disparu. Et puis, toute cette partie-là, vert pâle, vert foncé, vert foncé, c'est ce dont Frédéric parlait. Ce sont les vols habités. Alors, dans vols habités, on inclut les vols qui transportent des astronautes, qui les emmènent et qui les ramènent évidemment, mais on inclut aussi tout ce qui est, par exemple, l'ATV, les véhicules Progress, les HTV ou autres capsules Dragon qui vont être utilisées pour amener des matériels, des vivres à une station. Ou encore les éléments même de la station. On va parler de vol habité, même s'il n'y a pas d'hommes à bord. Quand on a défini l'ATV, que je connais un petit peu, c'était un véhicule non pas habité, mais habitable, et qui devait coexister avec une station spatiale. Coexister avec une station spatiale, ça impliquait d'avoir des masses de vérification et de contrôle pour être sûr qu'il n'y avait pas une mise en danger des astronautes dans la station. Bon, donc vous voyez que la partie commerciale, qui est en bleu, bleu clair, reste, bon, on va dire, c'est un quart, pas plus, des lancements qui sont effectués par an. Et bien maintenant, on tourne. Après un petit creux, on est en train de repartir. On est en train de repartir avec une petite croissance qui ne vient pas de l'Europe, mais qui vient de la Chine, qui non seulement nous envahit dans nos supermarchés et autres, mais qui est une puissance spatiale très importante et qui fait énormément de lancements. Donc voilà, et cette partie commerciale, vous la connaissez, c'est évidemment les télécommunications, et quand on dit télécommunications, c'est essentiellement la télévision. Donc tout le reste, l'institutionnel, la défense. Dans l'institutionnel, on a parlé des stations spatiales, mais vous avez la météo, vous avez l'observation de la Terre, qui est en fait un marché institutionnel. Les marchés commerciaux d'exploitation d'observation de la Terre ne sont vraiment pas très développés. Bien, alors, petite réflexion, aller dans l'espace, qu'est-ce que ça a comme contrainte? Bon, il faut fonctionner dans le vide. Dans le vide, bon, pas de pression, pas d'atmosphère, s'affranchir de la pesanteur, vivre dans des environnements inhabituels. Bon, c'est clair, on est exposé au soleil, on est exposé au noir, il fait chaud, il fait froid. Il faut avoir des capacités de calcul importantes, même avec un S importante, ça sera encore mieux, mais des capacités de calcul importantes. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'ai commencé ma carrière, il y a pas 2-3 ans, mais il y a entre 40 et 50 ans, je travaillais dans une firme qui s'appelait Aérospatiale, et Aérospatiale faisait les vecteurs de la force de frappe. Il y avait un calculateur dans ces vecteurs. Et ce calculateur, il avait quand même des capacités assez importantes. Il était capable de faire une division. Bon, aujourd'hui, ça fait sourire. Ça ne faisait pas sourire les gens qui se débrouillaient pour avoir des astuces et ne faire qu'une division dans un programme. S'affranchir des réparations. S'affranchir des réparations, ça veut du moins avoir une grande fiabilité et puis savoir ce qui ne va pas. Ce qui veut dire un effort, on en reparlera, sur le diagnostic. Et puis, bien évidemment, des matériaux légers parce que, pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux pour aller dans l'espace que de faire une combustion entre un oxydant et un réducteur. Et finalement, la partie que vous satellisez est très très faible, c'est quelques pourcents de la masse qui décolle. Donc, plus on est léger, mieux on se porte. Alors, les lanceurs, quand on parle de l'espace, ces lanceurs satellites qui ont été élaborés avec tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas parti de rien.
on a utilisé ce qui existait. On a utilisé ce qui existait, on est dans les années 50, la fin des années 50, et puis très rapidement, on a développé des choses qui étaient nouvelles et qui n'ont servi qu'à l'espace, qui n'ont pas eu peut-être de retombées derrière, des systèmes qui fonctionnaient dans des environnements bizarres. Donc les conséquences, fonctionnement, une conséquence particulière, ça a été l'élaboration de nouveaux matériaux. Alors des matériaux qui étaient légers, des matériaux qui étaient résistants, en particulier quand il fallait faire rentrer quelque chose qui était en orbite. Donc là, vous aviez un problème thermique monstrueux, des échauffements monstrueux, protéger les films qu'on prenait du voisin soviétique ou du voisin américain, tout dépend où on était, où on se plaçait, et puis les astronautes qui revenaient. Bon. Et là, eh bien, des boucliers, il y a eu beaucoup de travail sur les boucliers thermiques. Beaucoup de travail quand on s'est mis à avoir l'idée d'utiliser une navette sur des matériaux qui pouvaient resservir plusieurs fois. On n'est pas arrivé vraiment au bout du travail, puisque l'un des accidents de la navette est totalement lié au problème de protection thermique qui ne tenait pas un certain nombre de contraintes. Donc ça a été définitivement un axe de travail qui était nécessaire pour progresser dans le spatial et qui a eu des retombées après dans la vie courante. Capacité de calcul importante, clairement l'espace a été un moteur pour les ordinateurs. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça l'a été. Alors, les environnements inhabituels et la distance. Quand vous tombez en panne, il n'y a pas Super Mario qui vient et qui va vous réparer votre bazar. Donc, il faut d'abord être capable de savoir ce qui est en panne et ensuite, éventuellement, d'être capable de reconfigurer, de faire quelque chose à distance. Donc là, il y a eu, et il y a encore, tout un travail sur les diagnostics, d'éléments mécaniques, d'éléments électroniques, de logiciels, et puis des réparations. Et je fais peut-être un petit aparté là. De temps en temps, on dit oui, il va y avoir bientôt là le tourisme spatial. Bon, le tourisme spatial, il est pour bientôt. Il est d'ailleurs pour bientôt depuis une quinzaine d'années. Mais il va quand même bien finir par arriver. Et parmi ce qu'on attend, parmi les bénéfices que l'on attend, qui ne pourront peut-être pas être utilisés nécessairement pour la vie quotidienne, mais qui seront utilisés pour ce qui est du spatial, eh bien, il y aura tous ces aspects de diagnostic, bon, en anglais, health maintenance. Ça, c'est un aspect sur lequel il y a beaucoup de travail qui est fait en ce moment pour essayer de reconfigurer quelque chose qui peut tomber en panne. Bien, alors, une autre visée, une autre vision, pardon. La construction des satellites et des lanceurs, ça a induit des progrès, bon, et des nouveautés techniques. C'est le côté, je vais dire, le côté matériel. Et puis après, bien évidemment, ce qu'on faisait, c'était pour remplir une mission. Et la mission elle-même a induit des bénéfices. Prenons l'observation de la Terre. Bon. L'observation de la Terre, il a fallu faire des équipements qui partaient et qui fonctionnaient bien dans l'espace, c'est la partie numéro 1. Et puis après, eh bien, on a tiré les bénéfices de ce qu'on a lancé. Là, on commence à toucher du doigt les premières retombées, spin-off en anglais. Qu'est-ce que le fait de travailler dans le spatial a amené dans la vie quotidienne? Bon, c'est un des aspects que l'on va regarder, et c'est quelque chose qui ne s'est pas arrêté à un moment donné,
mais qui a continué et qui continue tous les jours. Et tous les jours, on peut dire, il y a quelque chose qui vient. Alors on verra que ce n'est pas purement du spatial, mais c'est un mélange entre ce qui vient du spatial et puis ce qui peut être pris dans d'autres technologies, dans d'autres activités. Ensuite, eh bien, l'exploitation des missions, ça avait un but. Clair, hein, on regarde si on peut faire pousser du blé, etc. Ah, et puis on s'est rendu compte que il y avait peut-être autre chose qu'on n'avait pas prévu. Bon, peut-être de l'archéologie, peut-être d'autres choses. Je vous parlais de Galiléo. Galiléo, les gens ne pensent pas immédiatement que c'est utilisé par les banques. Mais il faut avoir les transactions bancaires, vous avez besoin de savoir à quelle date, etc. Une horloge extrêmement précise. Donc c'est des choses qui se sont révélées petit à petit. Si on fait une comparaison, mais le volume n'est pas du tout le même, quand vous avez votre smartphone, votre smartphone, c'était bien évidemment pour téléphoner, et puis une application, et des applications, vous en avez des nouvelles tous les jours. Eh bien, c'est un petit peu ce qui arrive avec l'espace. Vous voyez arriver des choses nouvelles auxquelles vous ne songiez pas. Donc, des usages qui n'ont pas été prévus a priori. Qu'est-ce qui change depuis, je veux dire, une dizaine d'années? L'espace a changé de physionomie. Changer de physionomie, on peut dire, alors, au milieu, on pouvait dire, c'est les copains et les coquins. Vous avez des gens qui étaient industriels, puis vous aviez des gens des agences. Bon, c'était un joyeux mélange. Frédéric ne dira pas le contraire. Bon. Et je peux vous dire que quand vous tombez dans la marmite spatiale, vous ne pouvez pas vous en échapper. Bon, il y en a quelques-uns qui s'en échappent, mais bien rares. C'est-à-dire, je ne vais pas dire c'est un cercle vicieux, mais vous restez dans le milieu, et quand quelqu'un vient essayer de mettre son nez là-dedans, vous le regardez de façon assez bizarre. Dire, non, tu n'es pas né là-dedans, tu n'as rien à y faire. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas nés là-dedans et qui y viennent maintenant. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Il y avait tout tournait très très bien, il y avait des processus compliqués de qualification de ceci, de cela. Et puis, qu'est-ce qui payait? Vous, en tant que contribuable, c'était l'État qui finançait tout ça. Et puis il y a des gens, bon, spécialement aux États-Unis, qui ont cassé et qui sont en train de casser ce modèle. Et là, il y a vraiment un changement qui s'opère. Alors, est-ce que c'est un changement qui s'opère sur tout le spectre? C'est peut-être pas évident, mais il y a quand même quelque chose. GAFA, Google, que vient faire Google dans l'espace? Amazon, Facebook, et l'autre A, Facebook, comment? Apple. Ces crétins qui ont envoyé un téléphone portable, ils l'ont envoyé dans l'espace, il n'était pas qualifié, il a marché. Pas bon. Pas bon tout ça. C'est en train de scier la branche sur laquelle enfin je suis peut-être plus en grande activité, mais sur laquelle des tas de gens ont fonctionné. Une qualification, je peux vous dire que qualifier quelque chose qui part dans l'espace, ça ne se fait pas en soufflant dessus. Vous allez faire des vibrations, vous allez voir que ça résiste bien au vide, etc. Vous allez choisir des industriels qui sont spécialisés dans la production d'objets précieux comme ça qui vont dans le spatial. Le problème, c'est que les industriels, ils ne veulent plus faire ça. Le marché est trop petit. Dieu merci, nos amis de Safran. Vous avez eu, je pense, un exposé d'Alain Souchier qui a travaillé longtemps chez Safran. Safran, il préfère faire des moteurs pour les avions que de faire des moteurs pour Ariane. Parce que Ariane, il en fait quand même 5 par an. Et pour les Airbus, les moteurs d'Airbus, on n'en fait pas 5 par an. Puis il y a quelque chose qui s'appelle retour sur investissement, etc. Bon, pour des raisons X ou Y, Safran continue à faire cette activité.
peut-être que l'État incite un petit peu, je ne sais pas comment, mais peut-être. Mais il y a d'autres industriels, en particulier dans l'électronique, qui disent « moi, je ne veux plus faire de la qualité spatiale. Je n'y retrouve, j'ai pas de gros marché, etc. » Bon, donc, on va arriver, et ça, c'est la tendance, c'est peut-être un peu ce qu'on appelle le New Space, on va arriver à des produits on va faire voler des choses qui n'auront pas été qualifiées. Mais on sait qu'on produit tellement de ces objets que leur fiabilité est assez grande. Bon, on va en mettre, surtout quand on parle d'électronique, hein, on va en mettre, une petite ou une grosse palanquée. On va mettre des connexions entre tout ça, et puis ça marchera. Et ça a toutes les chances de marcher. Là, on met en cause le rôle de vérificateur et de quelqu'un qui valide, comme les agences spatiales. Là, donc, on entre dans un nouveau monde. Comment ce monde va évoluer? Bon, j'ai un peu tendance à dire il y a vraiment deux mondes qui existent. Il y a le monde des lanceurs et le monde des satellites. Le monde des satellites va évoluer de façon considérable. Le monde des lanceurs, pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire que les lanceurs qui existent aujourd'hui sont extrêmement différents du V2 qui était leur ancêtre et qui existait pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours une combustion, une réaction. Alors, ça s'est un peu amélioré parce qu'on a fait, c'était pas forcément de l'acide nitrique et autre chose, mais les progrès n'ont pas été considérables comme ils l'ont été pour tout ce qui touchait à l'électronique. Et là, le changement, Google, il ne s'intéresse pas aux lanceurs. Il y en a un qui s'intéresse aux lanceurs, qui est Elon Musk. Bon, c'est une passion, hein, je l'ai croisé, c'est une passion. Mais c'est pas la chose la plus courante. Alors, les retombées spatiales. Bon, vous connaissez tous ces exemples. La poêle Tefal, hein, qui n'attache pas. Bon, le problème, c'était pas de faire de la cuisine, dans l'espace, c'était d'avoir des éléments qui étaient articulés et qui ne devaient pas de les lubrifier, sachant qu'on ne pouvait pas mettre d'huile. Bon, la bande velcro, pour attacher les combinaisons de cosmonautes, d'astronautes, et les couches culottes, parce que bien évidemment, quand vous étiez dans votre capsule Gemini, Mercury, vous étiez là pendant un certain temps, et la nature étant ce qu'il est, il fallait des couches culottes. Donc tout ça, c'est les créations du spatial. Totalement faux. Alors j'étais parti de là pour dire, c'était une bonne accroche. Bon, puis j'ai cherché un petit peu. Eh ben non, le téflon, ça a été inventé en 1938. Pas de bol. Enfin, pas de bol. Si, c'est bien, mais pour le spatial, c'est moins glorieux. La bande velcro, c'est un Suisse. Alors, velcro, vous savez certainement pas ce que ça veut dire. Moi, je savais pas. De velours et crochet. Bon, inventé par un Suisse, Georges Lemestrat. Et les couches culottes, alors, ça existait depuis... Les couches culottes, telles qu'on les connaît un peu maintenant, ça existait depuis 1930. Quelle déception! Le spatial n'a pas amené des progrès importants pour le bien-être de l'enfant. Bon, alors, des retombées, il y en a quand même un certain nombre. Et alors, j'ai essayé bon, il n'est pas question de faire un catalogue de tout ça, mais de donner quelques exemples. Alors, et chaque fois, j'ai utilisé un peu le même principe, de dire, qu'est-ce qu'on a fait dans l'espace? Et puis, à quoi ça a pu servir ailleurs? Bon, catalogue d'étoiles. Bon, vous savez qu'il y a eu un certain nombre de satellites qui ont été lancés pour cartographier l'espace, voir où étaient les étoiles. Il y a eu des satellites européens, Hipparcos, Hubble, surveillance de la migration de requins. Très bien. Les barrières isolantes. Alors, je vous ai dit, les barrières isolantes, il est très important. Un problème pour tout véhicule spatial. Il s'agit de ne pas avoir trop chaud, de ne pas avoir trop froid et de faire circuler un certain nombre des fluides pour équilibrer.
se protéger du soleil. Bon, dispositif anti-hypothermique, bon, ça c'est clairement, bon là, je pense que c'est un lamentin qu'on voit ici qui est protégé. Les polluants propulsifs. Alors là, on n'est pas forcément dans l'espace, mais il faut que vous sachiez que quand on remplit un réservoir de satellites, de lanceurs, bon, c'est des choses qui ne sont... Bon, quand ce n'est pas de l'oxygène et de l'hydrogène, c'est des machins qui sont quand même un petit peu sales. Un petit peu sales et qui sont un petit peu corrosifs. Si par malheur vous êtes obligé d'avorter un tir parce qu'il y a quelque chose vous avez découvert que ça ne marchait pas, vous ne pouvez pas laisser votre lanceur avec ces éléments qu'on appelle les ergols dedans. Il faut les vider. Vous pouvez faire ça une fois. 2 fois, c'est déjà pas bon. 3 fois, c'est pas possible. Vous êtes obligé de jeter le lanceur. C'est pour vous dire que c'est quand même quelque peu polluant. Quand des firmes qui font de la propulsion veulent vendre leur site, ben, il faut dépolluer. Ça coûte très cher. Bon. Eh bien, on peut très bien l'utiliser pour d'autres applications polluantes. Une des grandes difficultés dans le spatial, c'est quand il y a l'homme dans la boucle. L'homme dans la boucle, ça, bon, c'est très intéressant, bien sûr, mais ça va avoir besoin, un homme, il a besoin de respirer, il a besoin de manger, etc. Donc, toute une activité, je ne parle pas de la médecine, là, je parle simplement de la vie quotidienne. Et pour réguler la vie, tout ce qui est l'espace, enfin, parlons pas d'espace, mais tout ce qui est l'environnement de l'homme, c'est ce qu'on appelle en anglais ECLS, il y a le Environment Control Life Support, vous avez tout un sous-système qui va s'intéresser à des odeurs de dessous de bras, qui va s'intéresser à la respiration, et filtration des gaz, des liquides, des fluides, etc. Bon, bah, tout ça, eh bien, ça peut s'appliquer totalement sur Terre, et il y a eu des bénéfices, des retombées sur le sujet. Matériaux isolants pour combinaison spatiale. Donc, combinaison spatiale, bah, un homme, ce n'est jamais qu'un satellite. Hein, c'est comme un satellite, il est exposé au froid et au chaud. Donc, il va falloir avoir des capacités de contrôle thermique importantes. Et puis, en plus, l'homme, si on le met dehors, c'est pour faire des choses. Donc, il faut qu'il ait une agilité qui n'est pas évidente avec un scaphandre, donc des matériaux nouveaux, et l'application immédiate, c'est tout ce qui est marine. Les batteries au lithium, bon, je ne suis pas sûr que ça vienne uniquement du spatial, mais c'est certainement un des aspects importants qui vient du spatial. Alors, d'autres exemples. Je vous en ai déjà dit un mot. Une des conditions très difficiles pour des véhicules spatiaux, c'est de revenir sur Terre. Vous baladez à 7 km/s et puis ben, à un moment donné, vous êtes à l'arrêt. Donc ces 7 km/s, eh bien, il a fallu réduire cette vitesse. Vous avez transformé de l'énergie cinétique finalement en énergie thermique. Eh bien, il faut bien l'absorber, d'où d'énormes travaux sur des matériaux ablatifs, mais aussi sur des mesures de flux. Ben, des mesures de flux, il y a des éléments qui chauffent très fort. Ben, vous avez les freins de train, mais vous savez aussi que des firmes justement comme Safran équipent les Formule 1 sur les disques. Alors vous avez à la fois la mesure, mais aussi l'objet. Les revêtements anti-feu, je pense que c'est clair. Bon, Frédéric, tu peux peut-être en parler mieux que moi de ça. C'est vrai. Détecteur d'anthrax avec
bactéries pour sondes martiennes, vous ne voulez... Aller sur Mars, très bien, mais ne polluons pas Mars. L'une des difficultés pour toutes ces sondes qui vont vers des endroits éloignés, qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est d'être sûr qu'on ne va pas apporter quelque chose qui va modifier d'une part un équilibre, et puis qui d'autre part va fausser des mesures. Parce que vous dites, ah tiens, il y a, je ne sais pas, il y a des cèpes sur Mars. Simplement parce que vous n'avez pas bien vérifié que quand vous avez fait partir votre véhicule, eh bien, il y avait des traces de cèpes ou de choses comme ça. Donc, vous pouvez faire des erreurs d'analyse et c'est une des choses très difficiles pour toutes ces sondes vers des endroits exotiques. Bon, je passe rapidement, thermomètre, surveillance des maux des athlètes. Bon, les implants en titane, bon, tout le monde connaît ça. La filtration des eaux, là encore, on est encore sur le domaine du contrôle vie. Bon, les contaminants chez les dentistes, eh bien ça existe. Alors, on va reparler un petit peu de ces retombées, mais quand on regardera ce qui se passe en France et en Europe. Mais auparavant, je voulais parler donc des aides institutionnelles. Alors, les agences, c'est ça. Les aides institutionnelles, c'est les agences. Alors, vous avez des agences qui sont brillantes. Disons qu'en Europe, on a une agence qui s'appelle l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui est une agence brillante, qui, au niveau de l'efficacité, on ne va pas parler de retour sur investissement, on va parler d'efficacité, eh bien, c'est quand même une chaîne de succès assez remarquable. Vous allez me dire, ouais, mais aux États-Unis, ils font vachement bien aussi. Ben, ils font bien, pas partout. Sur des satellites, ils font de très belles choses. Hein, les petits rovers qui se baladent sur Mars, très bien. Ça fait combien de temps que la NASA n'a pas développé de nouveaux lanceurs? 40 ans? 50 ans? 40 ans. 40 ans. En 40 ans, la NASA n'a pas été capable de développer un seul nouveau lanceur. Y a-t-il des lanceurs aux États-Unis qui sont nouveaux? Oui, mais ce n'est pas la NASA qui les a développés. C'est le département de la Défense. Donc, une agence, ça peut être plus ou moins brillant, et puis ça peut être plus ou moins brillant selon les domaines. Donc ça, les agences ont souvent été, alors il y a eu des discussions, en particulier en France, sur est-ce que ça doit soutenir l'espace ou est-ce que ça doit aussi soutenir les industries nationales. Il y a eu, il y a quelques années, un débat, et on n'a pas eu l'impression en France que notre agence nationale soutenait très fort l'industrie. Elle soutenait l'activité, mais elle ne soutenait pas les industriels. Le rôle, la raison d'être, une des raisons d'être de l'Agence spatiale européenne, c'était de soutenir les industriels. Et ça, c'est une tâche qui a été remarquablement bien faite par l'Agence spatiale. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Les technologies spatiales, bon, tout ne va pas forcément bien tout le temps, mais on peut quand même dire qu'on est arrivé à un degré de maturité important. Il y a toujours des améliorations, mais on en est là. Ce qui change, et là, on commence à toucher un petit peu du doigt l'Europe. L'Europe ne sait pas... L'Union européenne, qui existe, à 28, 27,5, là, l'Europe, elle n'avait pas de politique spatiale. Quand l'Union européenne a commencé, le spatial ne m'intéresse pas. Et petit à petit, l'Union européenne, quand je dis l'Europe, l'Union européenne s'est intéressée au spatial. Mais elle s'est intéressée au spatial pas en tant que l'art pour l'art, le spatial pour le spatial. Non, non. Ce qui intéressait l'Union européenne, c'était et c'est toujours, ça devrait toujours être, le bien-être du citoyen. On fait quelque chose
parce que ça bénéficie aux citoyens. Que l'on fasse des télécommunications par satellite, l'Union européenne n'en a rien à faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des télécommunications pour l'Européen où qu'il se trouve. Si ça se fait par satellite, très bien. Si ça se fait par autre chose, pas de problème. L'Europe n'a pas de politique industrielle. Ça peut paraître curieux, mais il n'y a pas de politique industrielle comme on peut l'avoir dans une agence comme l'Agence spatiale européenne, qui, elle, n'a pas de vocation politique. Donc là, le besoin des citoyens. Et donc, ce qui intéressait l'Europe, et c'est quelque chose, l'Union européenne, et c'est quelque chose qui est en train de migrer vers les agences nationales ou communautaires comme l'Agence spatiale européenne, comme le CNES en France. Nous devons satisfaire le citoyen. Et tant mieux si on peut le faire avec l'espace. Pour vous donner quand même un ordre de grandeur, donc il y a 30 ans, pas 1 euro, il n'y avait pas d'euro, mais pas 1 euro pour l'espace au niveau de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'espace, enfin, il y a à peu près 1,5 milliard d'euros qui est dépensé par l'Union européenne sur les sujets spatiaux chaque année. Bon, 1,5 milliard, peut-être 2 milliards. Essentiellement sur des sujets comme Galiléo et l'observation de la Terre. L'observation de la Terre qui s'appelle Copernicus, qui est le programme Copernicus, qui est un autre programme qui est certainement moins connu du grand public que le programme Galilée. Donc là, c'est quelque chose de nouveau. Donc, je vous dis, les agences se sont dit, bon, ben, je ne vais plus faire simplement développer des matériels, je ne vais pas développer des missions, mais je vais voir comment je peux rentrer dans le domaine applicatif. Et ça, c'est un virage qui a été pris par les agences européennes, les diverses agences européennes, parce qu'évidemment, on en a beaucoup. L'Union européenne, on est 27,5, on a au moins autant d'agences. Dieu merci, les Belges qui n'ont pas encore d'agence, se sont mis d'accord et n'en auront qu'une. Ils ont failli en avoir 2, les Wallons et les Flamands. Bon, donc là, le but, c'est de favoriser les applications vers les utilisateurs. On retombe sur les modèles des smartphones, comment on peut faire des applications. Ça, c'est très important. Et puis, faire des applications, c'est bien, mais il faut quand même un petit peu de sous. Donc, il faut des sous, il faut de l'aide à la création. Donc, comment encourager toutes ces activités? Et un mot qui intervient, le PPP, le partenariat public-privé, alors qui marche plus ou moins bien. Galiléo était parti sur ces bases-là. Et Galiléo s'est vautré et rentré dans le mur parce que c'est une infrastructure. Galiléo, c'est une infrastructure. Et une infrastructure, ça doit être pris en compte, par les États. Bon, donc voilà. Donc ici, j'ai essayé de trouver quelques planches, d'en créer quelques-unes, pour vous montrer quelles sont les actions qui sont réalisées à différents niveaux. Donc, l'Union européenne, il y a un groupe, alors en me focalisant évidemment sur les aspects spatiaux, donc il y a quelque chose qui s'appelle, il y a le Enterprise European Network et il y a un groupe aérospatial. Donc là, il y a une activité et l'Union européenne, même si on peut de temps en temps avoir quelques doutes sur l'efficacité de l'investissement fait au niveau de la recherche sponsorisée par l'Union européenne, bon, met quelques sous. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'Union européenne, ce n'est pas un organisme technique. Ce sont des gens qui gèrent de l'argent, qui ont des idées politiques, plus ou moins bonnes, qui ont des idées politiques, mais ce n'est pas
un organisme comme le CNES, que vous connaissez en France, qui sait de quoi il parle. Quand il parle de Galiléo, l'Union européenne se dit « Ah ben je veux un service, et puis il faut que mes satellites y soient là à telle date, je vais dépenser tant, point barre ». Ce n'est pas eux qui vont vérifier que le satellite fonctionne, a été bien conçu. Pour cela, eh bien, ils vont déléguer la responsabilité de suivi, de management du projet, ils vont le déléguer à quelqu'un d'autre. Tiens, pourquoi pas l'Agence spatiale européenne qui a les compétences. Il n'y a pas de compétences techniques qui existent au sein de la Commission européenne. Ça, il faut le savoir clairement. Par contre, vous pouvez avoir quelques compétences dans un certain nombre d'agences qui sont reliées à l'Union européenne. Alors, avez-vous déjà entendu parler, le mot TRL, avez-vous déjà entendu parler de TRL? Alors TRL, c'est une abréviation, c'est un acronyme anglais, Technology Readiness Level. C'est simplement pour essayer de qualifier la maturité d'une activité. Vous avez la fusion froide. Voilà une idée qu'elle est bonne. Bon, c'est une idée tellement bonne qu'elle est au niveau 1. On va peut-être creuser un petit peu pour savoir si c'est faisable. Donc, vous allez monter dans l'échelle des niveaux technologiques entre l'idée, plus ou moins fumeuse, jusqu'à la vérification que ça marche, sans sauter d'étape. Avec, donc, démonstration de faisabilité. Bon, vous avez bricolé quelque chose, vous sentez que ça doit un peu marcher. Puis après, vous passez à un développement technologique. Bon, ça, c'est un prototype. Et puis après, eh bien, il s'agit, le prototype c'est bien, mais c'est peut-être un bazar monstrueux, il faut peut-être le packager de telle ou telle façon, et puis faire en sorte que ça soit achetable. Donc tout ça, ça va être un processus. Et ce processus, bien évidemment, il va falloir le financer. Donc l'idée au niveau, et là je pars de l'ESA, quand vous êtes sur de la recherche de base, eh bien, l'ESA dit je vais vous financer tout ça. Des études techno, allez, je finance tout. Bon, plus je monte dans cette chaîne de la réalisation, plus l'ESA va se dégager en disant bon, écoutez, je vous ai mis le pied à l'étrier, maintenant, mettez un petit peu de sous dans le schmilblick, et voilà. Jusqu'à soutien à commercialisation. Et quand on va parler de commercialisation, l'Agence spatiale européenne n'est pas une agence de commercialisation. Ça va se faire ailleurs. Donc, vous voyez que ce processus, eh bien, il y a une aide étatique. Et ce modèle que je vous montre pour l'ESA, on peut le retrouver dans différentes agences pour différents sujets. C'est valable pour l'activité spatiale, mais c'est valable aussi pour d'autres activités. Alors, j'ai découvert, moi je ne connaissais pas cette expression « vallée de la mort ». J'ai découvert qu'il y a 2 vallées de la mort, il y en a peut-être 3 avec les États-Unis. Les vallées de la mort, c'est en fait, vous avez une bonne idée, et puis ça queute. Parce qu'il n'y a pas de sous. Je pense qu'il y a quelques chercheurs ici qui doivent connaître ce type de problème. C'est brillant, mais il n'y a pas d'argent pour continuer. Alors, il y a deux moments clés. C'est vous avez donc une brillante idée, et pour aller un peu plus loin, il faut des sous. Et si vous n'avez pas de sous, vous êtes mort. Voilà, et vous ne continuez pas. Et puis après, c'est les phases de commercialisation, pas de commercialisation, mais d'industrialisation, voire de commercialisation, où là encore, il faut passer à une vitesse supérieure. Ce que vont faire des agences, ça va être d'aider dans ces cas-là. Donc, l'Agence spatiale européenne a créé depuis, je ne sais plus depuis quand, 4-5 ans, quelque chose, enfin c'est l'ordre de grandeur, des centres d'incubation, qu'ils appellent des BIC. Et
qui vont aider des startups. Donc, vous voyez, on n'est plus dans le domaine, on ne va pas être dans le domaine spatial. Ce n'est pas des startups pour faire des satellites. Ce n'est pas des startups pour faire des lanceurs, encore mieux. C'est des startups qui vont s'intéresser à des applications qui partent du spatial. Avec donc des problèmes d'argent, mais aussi des problèmes de propriété intellectuelle. C'est un sujet très important. À partir du moment où on met de l'argent, où les amis mettent de l'argent, qui est propriétaire de ce qui se découvre? Est-ce que c'est l'Agence spatiale européenne? Est-ce que c'est celui qui a amené... Bon, vous voyez que on ne peut pas parler, et là encore, ce n'est pas uniquement des applications spatiales, mais on ne peut pas parler de recherche sans avoir immédiatement à l'esprit les aspects légaux de propriété industrielle. Et quand vous êtes un chercheur, peut-être que la propriété intellectuelle et les aspects légaux ne sont pas votre tasse de thé habituelle. Peut-être. Et peut-être avez-vous besoin donc de gens qui connaissent. Eh bien, l'Agence spatiale européenne va apporter cette aide. Donc, des centres d'incubation, eh bien, il y en a à travers toute l'Europe spatiale de l'Agence spatiale. Pour votre gouverne, il y a 20 pays qui font partie de l'Agence spatiale. Il y en a 18 qui font partie de l'Union européenne. Il y en a 10 autres qui n'en font pas partie actuellement de l'ESA. Et il y a 2 pays qui sont la Norvège et la Suisse, qui font partie de l'ESA et qui sont actifs dans ces affaires. Bon, le nombre de start-up créées depuis, bon, vous voyez, on a dû partir. Alors, c'était pas encore bien implémenté, mais 50 compagnies, on est à 1000 compagnies. L'ESA a aidé dans le processus 1 millier de compagnies. Je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Bon. Harwell, vous ne savez peut-être pas où c'est. Alors, je vous éclaire, c'est en Angleterre, pas au Royaume-Uni, en Angleterre, à côté d'Oxford. Et les Anglais, quand il s'agit d'innover au niveau technique, sont très bons. Et ils ont des processus. Ils n'étaient plus dans le spatial. Ils n'étaient plus dans le spatial pour diverses raisons. L'une des raisons s'appelait Margaret Thatcher, qui avait décidé que ce n'était pas un truc qui rapportait de l'argent, et en plus, les Anglais avaient perdu des compétitions, donc ils s'étaient retirés. Et ils sont en train de revenir. Les Anglais sont quand même très présents dans le spatial, avec leurs copains américains pour surveiller les débris et les choses qui circulent dans l'espace. Bon, ok. Mais ils sont aussi très présents dans tout ce qui est météorologie. Ils ont une capacité au niveau météorologie importante. Et ils reviennent par le biais des applications, car ils estiment que c'est un domaine extrêmement prometteur, les applications spatiales, qui va amener des monceaux d'activités nouvelles et de charges de travail pour l'Angleterre. Donc là, voilà, Harwell, il y a un centre ESA qui s'est implanté depuis quelques années, donc à côté d'Oxford, dans la banlieue de Londres, et qui a été extrêmement prolifique. Et à l'intérieur, je ne veux pas rentrer dans les mécanismes de l'ESA, qui sont simples, mais qui demanderaient du temps pour être expliqués. Il y a un certain nombre de programmes. Il y a des choses qui concernent les télécommunications, des choses qui concernent les lanceurs, des choses qui concernent l'espace habité. Eh bien, il y a un programme qui était dédié aux télécommunications. Et dans ce programme télécommunications, il y avait un programme de recherche de base qui s'appelait ARTES. Eh bien, petit à petit, ce programme ARTES est en train de s'étendre sur tout ce qui est application. Et voilà, et les applications, vous voyez que les applications, on retrouve tous les domaines que j'ai mentionnés au début de mon intervention. Donc, c'est des utilisations des données spatiales, et puis des applications dérivées, vous allez...
qu'est-ce que j'ai entendu récemment? Aujourd'hui, vous avez votre système de guidage automobile, mais il n'est pas perfectionné, votre système. Il ne vous dit pas s'il va pleuvoir à l'endroit où vous allez arriver. Bon, demain, ça va vous le dire. Ça va vous donner aussi l'empreinte carbone. Ça va vous donner l'endroit. Est-ce que l'endroit où je vais arriver est extrêmement pollué ou pas? Peut-être ne dois-je pas y aller. Bon, tout ça, eh bien, ça fait partie de ces applications dérivées des choses satellitaires. Alors, essayons de regarder brièvement des exemples, cette fois-ci européens. Alors, un satellite, eh bien, un satellite, ça a besoin de contrôle. Ça a besoin, comme ça, qu'est-ce que c'est? C'est un satellite de communication. Eh bien, à partir d'algorithmes qui ont été développés pour contrôler les satellites, bon, on en est passé à des contrôles de flux du cœur artificiel. Bon, ça, c'est des activités qui ont été faites en Europe. Là, ce sont des Anglais qui se sont intéressés aux images 3 dimensions en provenance de la Station spatiale internationale, International Space Station, l'ISS. Eh bien, on est parti de là et on est allé sur des domaines de surveillance, etc. Alors, vous savez, au niveau de l'Union européenne, il y a des mots qui sont interdits, c'est défense. L'Union européenne ne fait pas de défense. Chacun sait. Elle fait de la sécurité. Et à travers le vocable sécurité, vous pouvez quand même faire des choses un petit peu... Bon, malheureusement, Galileo, c'est de la sécurité. Aux États-Unis, le GPS, il n'est pas dans les mains de la NASA. Il est dans les mains du département de la Défense, parce que c'est un objet de la défense. Nous, en Europe, on a dit c'est de la sécurité. Parlons donc de sécurité. Les trous noirs, XMM, brillant satellite de l'Agence spatiale européenne. Bon, là encore, l'université anglaise s'est intéressée à ces caméras et comment on pouvait faire des analyses chimiques, biochimiques, physiques, etc. Alors là, Estrella, ça ne peut venir que d'Espagne. Vous savez, la supervision des gros engins, des travaux miniers, etc. Tout ça, ça a des origines spatiales. Vous savez, bon, vous n'avez peut-être pas l'occasion de conduire votre tracteur souvent et de semer dans les champs, mais les grandes exploitations, aujourd'hui, se servent de l'information, combinent les informations de mesure des sols qui viennent du spatial avec leur position intrinsèque pour dire, bon, à tel endroit, je vais mettre tant, soit de fertilisants, soit de semences, etc. Donc, on fait de l'agriculture de précision. Et là, on n'est pas dans une station spatiale, on est dans un tracteur. Là, hein. Il faut en être bien conscient de cela. Bon, beaucoup d'immeubles modernes ont des vitres. Bon, les vitres, ça réfléchit, ça doit faire attention au soleil. On retombe dans le domaine des choses thermiques. Et là, S-Cube, bon, pour les fabricants de verre plat. Alors, tous les moyens sont bons pour progresser. Alors, vous avez, j'injecte de l'argent, mais je fais des concours. Ah, le plus beau, qui sera le plus beau? Tiens, faisons la compétition European Satellite Navigation Competition, des idées, bon. Et une compétition, c'est toujours un vecteur de progrès. Alors, même si, c'est une petite image qu'on vous donne après, ou un tout petit financement, mais ça va faire progresser. Alors, l'ESA, voilà, ça c'était European Satellite Navigation Competition. Bon, ils ont l'air contents, hein, les lauréats, là. Je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup d'argent, mais en tout cas, ils ont certainement eu de brillantes idées. Là, l'ESA a la Space Solution Prize. Bon, plus limité, les moyens sont plus limités. Il y a 3 applications. Bon, et là,
les compétiteurs, ils ne viennent pas de n'importe où, ils viennent justement de ces centres d'incubation qui ont été développés par l'ESA. Alors, où va-t-on? On va dans la mode. Ça date de ces derniers mois. Bon, il y a eu un concours organisé par l'ESA, Couture in Orbit. Je ne sais pas si je ne savais pas que couture était un mot anglais, mais ou alors c'est le savoir-faire français. Couture in Orbit s'inspirait donc de l'expérience faite au niveau des astronautes pour créer des objets. Bon, alors, c'est vrai que c'est un petit côté station spatiale. Bon, et là, il n'y a pas que les Anglais qui ont réagi. Il y a les Anglais, il y a les Italiens, il y a les Français, Berlin, etc. Bon, voilà. Alors, je voudrais finir un petit peu sur, après vous avoir parlé de tout ça, où nous situons-nous en France? Est-ce qu'on est le petit canard boiteux à la traîne ou est-ce qu'on n'est pas si mal que ça? Ben, on n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça, je vais dire, en France et en Europe. Aujourd'hui, je vous ai parlé des 1,5 à 2,5 milliards d'euros qui viennent de l'Union européenne. Bon, grosso modo, on peut dire que les États en Europe, alors peu importe le périmètre de l'Europe, bon, on dépense les États dépensent de 6 à 7 milliards d'euros pour les activités spatiales. C'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant. Alors, pour faire des comparaisons un peu footballistiques, on n'est peut-être pas en Ligue 1. On est peut-être, avec l'Europe, on est peut-être en Ligue 2. Bon, on n'est pas en Ligue nationale, mais on est en Ligue 2 et on pourrait mieux faire. Il y a quand même des domaines où la France est assez en pointe. L'observation. Alors, ça date de Spot. Spot était un satellite qui avait été proposé par la France à l'Agence spatiale européenne, qui l'a refusé parce que elle ne pouvait pas faire. Et à l'époque, on pensait que la microgravité allait amener des tas de choses. Bon, ça n'a pas été le cas. Ok. L'Europe et les États-Unis déposent plus de brevets que la Corée et le Japon, qui sont, comme chacun sait, des pays où on dépose beaucoup. Vous voyez là, les chiffres sont un petit peu vieux, mais j'en ai pas trouvé de plus récent. 1500 emplois, on est en 2007, 1500 emplois qui ont été directement créés par les activités des retombées spatiales. Alors, je dirais 1500 sur les millions de gens, c'est peut-être pas ça qui changera la courbe du chômage. Mais aujourd'hui, c'est certainement pas 1500. Je ne sais pas quel est le chiffre, mais c'est quand même important. Alors, on en arrive aux conclusions. Donc, l'espace est devenu, je pense que l'espace est devenu mature. Les progrès ont été considérables dans le domaine des satellites. Dans le domaine des lanceurs, je vous l'ai dit, certainement moins. Et quand on regarde l'accès à l'espace, c'est une poignée de gens. C'est une poignée de pays. C'est une poignée d'industriels. Et derrière les industriels, même si vous avez des gens qui vous disent « Oh ouais, nous sommes des entrepreneurs, mais s'il n'y a pas l'État, il n'y a pas d'entrepreneurs au niveau des lanceurs. » Ça, c'est clair et net. Notre camarade Elon Musk, s'il n'a pas l'État derrière lui pour lui acheter à très bon prix des lancements, il n'existe pas. Donc ça reste toujours vrai. Par contre, ce que j'avais la coutume de dire, un satellite, c'est facile. D'ailleurs, n'importe quel étudiant brillant peut faire ça dans sa chambre d'étudiant. C'est toujours vrai. Le problème, parce qu'un satellite, c'est pas comme un lanceur. Le lanceur, il marche ou il ne marche pas. Le satellite, il peut marcheter. Il peut ne pas être très, très efficace. Il peut faire une toute petite action, avoir une toute petite application. On peut le faire, et peut-être à bas prix.
Mais on est en train d'avoir une nouvelle, enfin plein de choses nouvelles, c'est les CubeSat. Alors, c'est le CubeSat, c'est le carré de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm qui fait 1 kg. Il y en a une foultitude qui sont réalisés par des étudiants, par des instituts. Bon, ça se développe. Et puis des picosats, vous avez des satellites qui font quelques grammes. Alors évidemment, ça va pas faire la même chose que des satellites très lourds, mais ça peut exister. Et puis, je vous l'ai dit, le fameux téléphone qui fonctionne. Bon, là, vous avez des choses nouvelles. Le plus en plus d'acteurs donc du spatial à travers des activités terrestres. Quand on a commencé dans le domaine spatial, c'était vraiment un champ clos. Aujourd'hui, vous allez mélanger des choses. Vous allez mélanger ce qui se passe avec les données de l'espace, avec des données qui vont venir d'un réseau terrestre, qui vont venir de je ne sais où. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Alors qu'au départ, on avait l'impression qu'il n'y avait que des retombées du spatial vers le commun des mortels, on est en train d'assister à, je veux dire, un phénomène un petit peu inverse, avec de plus en plus de processus qui ont été développés quelque part, et puis on se dit, tiens, je pourrais peut-être l'appliquer dans le domaine spatial. Alors c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans de la technologie. On va plutôt être au niveau d'application. Bon. Je crois que, on l'a montré, là, le spatial est totalement imbriqué dans notre vie. Bon. Totalement imbriqué dans notre vie, même si je pense qu'on si on fait de la prose sans le savoir, on bénéficie du spatial sans le savoir. C'est totalement clair, mais c'est quand même un fait. Si le spatial s'arrêtait, je sais pas, il y a des orages fantastiques dans l'espace qui font que tous les satellites tombent en rade, on serait assez mal. On serait assez mal dans la vie quotidienne, on serait assez mal pour des raisons de défense. On ne peut pas l'imaginer. Enfin, on ne peut pas l'imaginer. Si, on peut cauchemarder autour de cette idée. Ce qu'il faut enfin garder en mémoire, c'est que, quel que soit le pays, le modèle du pays, que vous êtes dans un pays capitaliste, vous êtes dans un pays communiste, il y en a encore quelques-uns, peu importe, l'État est toujours derrière. L'État est derrière pour financer, pour réguler. Si vous n'avez pas une régulation vous faites un lancement, vous ne pouvez pas dire tiens, je vais lancer quelque chose. Non, vous devez être un pays. On a été obligé en France de modifier la loi pour pouvoir être capable de lancer des véhicules russes, Soyouz, depuis la Guyane. Il a fallu modifier la loi parce que ce n'est pas une firme qui est responsable d'un lancement, par exemple, c'est un État. C'est l'État qui est responsable. S'il y a un accident, on ne va pas se tourner vers Boeing, on ne va pas se tourner vers Ariane, Espace, on va se tourner vers l'État français, on va se tourner vers l'État américain. Donc voilà ce que je voulais vous raconter un petit peu sur les retombées, sur les spin-in, donc, les spin-off et puis les spin-in. Voilà, et si vous avez des questions, eh bien, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Le son, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, alors effectivement, la parole maintenant est à vous. Et si vous avez des questions, eh bien, je vous donne le micro pour quelques secondes. Je ne serais pas fâché si vous n'avez pas de questions. Hein. Oui, après, il faut un échauffement. Après, c'est plus facile. Voilà. Voilà. La victime est là. La victime est là-bas. Je me dirige vers elle.
oui, mais c'est pas pour ça que j'ai la réponse. Hein. Voilà. Le cube dont vous avez parlé, Le CubeSat, oui, à quoi ça sert? à tout. Vous voulez faire de l'observation de la Terre? Tiens, vous allez mettre une petite caméra. Alors, on va revenir un petit peu sur les satellites. Les satellites, je veux dire, il y a les satellites qui sont réalisés par des grandes entreprises. Et là, ce n'est pas forcément des satellites qui vont peser des tonnes et des tonnes, mais ça va peser, je ne sais pas, le petit rover Opportunity, c'est quoi? C'est 300 kilos, 400 kilos? Bon, je ne sais pas, comme ça, ordre d'idée. Bon, et c'est un petit bijou. C'est un petit bijou qui va avoir des capacités pour se déplacer, qui va avoir des capacités d'analyse. Un CubeSat, c'est une structure simple, hein, vous avez des fabricants qui vont vous donner ça, et puis vous allez mettre une charge utile à l'intérieur. C'est un petit peu comme les fusées d'Univers Science. On vous donne le propulseur, et puis après, vous pouvez faire votre charge utile. Bon, vous allez faire une mesure de je ne sais quoi dans l'atmosphère. Vous pouvez avoir, à travers ces petits CubeSats, vous pouvez avoir des fonctions très différentes, depuis les télécoms, depuis une observation même de galaxies. Alors, pourquoi ça a une certaine mode? C'est parce que vous avez des petits lanceurs qui ont du mal à trouver des charges utiles. Et donc, si vous avez une palanquée de CubeSat comme ça, vous pouvez en lancer 20, 30 en même temps. Ça ne va pas vous coûter très cher. Le problème des industriels, le problème des laboratoires, c'est qu'ils n'ont pas de sous. Ils n'ont pas de sous pour faire le satellite, et leur vallée de la mort, c'est le lancement. Donc, s'ils arrivent avec un satellite qui est gros, ils vont avoir à payer cher. Donc là, ils vont peut-être avoir, si l'opérateur de lancement est sympathique, ils auront peut-être un lancement gratuit. C'est quand même la meilleure façon d'économiser pour un labo. Mais ils ne paieront pas cher. Donc l'idée du CubeSat, c'est une espèce de standardisation. Vous avez votre brique de Lego, vous la peignez un petit peu différemment et vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et il y a des choses intéressantes. Des pays, racontez pas mes guerres, mais quand un pays rentrait dans le spatial, qui n'était pas un acteur majeur, eh bien, il commençait par faire sa première activité dans le spatial, c'était de faire des valises. Des valises, c'est-à-dire qu'un satellite, c'est lancé par une fusée, mais ça part bien d'un endroit. Et pour arriver jusqu'à la fusée, il faut bien qu'il y ait une boîte dans laquelle on va mettre le satellite, qui va absorber les chocs, qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de chaleur qui rentre, etc. Ça s'appelait le Mechanical Ground Support Equipment. Donc, le jeune impétrant, il faisait des valises. Après, il faisait un petit peu de trucs électroniques pour émuler quelques activités. Aujourd'hui, alors, ça a été l'apanage des nouveaux entrants dans le spatial. Et puis après, il se dit, tiens, il y a les applications. Les applications, je n'ai pas besoin d'avoir des tas de laboratoires, des trucs sous vide, etc. Je peux faire des applications comme pour Internet, etc. Très bien. Et là, maintenant, c'est un nouvel objet qui est simple et qui est à la portée des laboratoires. J'étais il n'y a pas très longtemps en Slovénie, qui cherche à rentrer dans l'Union européenne. Ils sont en train... Leur première activité matérielle, ça va être un petit CubeSat qui va s'intéresser à de l'observation.